Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour cet événement. Je crois qu'il y a plein de personnes d'un peu partout, quelques personnes de Phoenix, de Back Market. Jeanne et moi, on a fait l'ESSEC, donc j'ai vu pas mal aussi de noms de l'ESSEC, des personnes de la communauté d'ADA. On est super contentes toutes les trois d'animer cette conférence codée pour une tech responsable. Comment ça va se passer en termes de déroulé? Du coup, je vais commencer par me présenter assez rapidement, puis présenter Ada et ensuite vous faire une petite intro sur le thème. Et je laisserai la parole à nos deux intervenantes ensuite qui se présenteront en détail. Donc, Claire et Jeanne, que je suis ravie d'accueillir virtuellement ce soir. Pour commencer par me présenter rapidement, donc moi c'est Claire, je m'occupe du marketing et de la croissance chez Ada Tech School. Moi je ne suis pas développeuse, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai toujours été passionnée par la tech. Donc je me suis spécialisée à l'ESSEC dans la chaire média et dans tous les projets digitaux autour des médias. Du coup, j'ai une première expérience chez Deezer, que vous connaissez, et chez Fluistic, qui est une plateforme de participation citoyenne. Et je suis arrivée chez Ada ensuite. Et donc, moi, ce thème est assez important pour moi ce soir parce que ça a toujours été quelque chose qui m'a animée, la tech responsable, la tech au service de projets qui me tiennent à cœur. Donc voilà, ça a animé tout mon parcours. Alors moi, plus du côté marketing et croissance, mais j'ai toujours coopéré avec les équipes tech et je suis ravie d'avoir deux filles de la tech qui viennent témoigner sur ces sujets. Pour vous présenter assez rapidement Ada Tech School, Ada Tech School, c'est la première école féministe d'informatique. Donc, pourquoi féministe? Parce que on a constaté que l'informatique était un milieu très, très masculin. Donc, pour vous donner une stat, 10% des développeurs sont des développeurs et pas des... Non, 10% des développeurs sont des développeuses. Donc ça fait peu. Nous, on essaie de rétablir cette tendance par plusieurs leviers. Donc, en amont, en termes de communication, de recrutement, montrer que en fait, la programmation, le code, ce n'est pas les stéréotypes qu'on a. C'est un outil créatif, c'est un langage. Ce n'est pas fait pour les geeks qui ont démonté leur ordinateur à 8 ans. Le deuxième levier, c'est au sein de la formation. Donc, on a mis en place une pédagogie alternative qui permet du coup de se sentir bien à l'école, de redéfinir l'excellence, de sortir du système de notes, de valider plutôt des compétences. Et ensuite, en aval, et c'est aussi un peu pour ça qu'on est là ce soir, en fait, avoir des alliés dans le monde de l'entreprise pour placer ensuite nos apprenants et être sûr que en fait, notre message il porte au-delà de juste notre école et nos promotions, qui porte aussi au sein des entreprises de la tech. Donc voilà pour Ada Tech School. Vous recevrez suite à cette conférence un mail avec tous nos événements. On organise ce type d'événements assez régulièrement parce que au-delà de ce qu'on fait à l'école, c'est important pour nous de communiquer sur une tech plus inclusive, donc avec ces événements qu'on fait tous les mardis au mercredi soir. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Du coup, j'enchaîne sur la présentation de l'événement de ce soir. Donc, comme je vous l'ai dit, chez Ada Tech School, on croit fermement que le code, ce n'est pas une fin en soi. On ne code pas pour coder, on code au service de quelque chose. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui postulent chez nous et qui ont envie de coder au service d'une mission qui a du sens. Donc, on peut voir qu'il y a un vrai essor de la tech responsable ou de la tech for good, si on fait un pas en arrière pour un peu comprendre ce système. C'est quelque chose qui est assez récent, mais en soi qui a toujours existé. C'est l'envie de sens au travail. Donc, 87% des salariés, selon une étude Deloitte, disent que le sens au travail est très important pour eux. 54% vont plus loin en affirmant que cette quête de sens est déterminante dans leur choix professionnel. Et c'est particulièrement présent pour les 18-30 ans, puisque 70% mettent ce critère de sens en premier
avant même la rémunération. Donc, c'est aussi un phénomène générationnel. En plus, dans le contexte Covid actuel, ça a encore plus amplifié ces questionnements, puisque 56% des Français, pendant cette crise, ont redéfini ce qui était important pour eux. Donc, je pense que Phoenix et Back Market, vous allez avoir pas mal de candidatures. Donc, le confinement et les 2 confinements sont un moment de remise en question. Ça peut être aussi un bon moment pour la reconversion. Et donc, une issue possible suite à ces questions peut être l'ESS. Je redéfinis juste rapidement ce qu'est l'ESS. Donc, c'est l'économie sociale et solidaire. Contrairement à ce qu'on pense, ça peut être des entreprises et des associations qui peuvent être à but lucratif, puisque l'ESS représente 10% du PIB aujourd'hui et emploie plus de 2,3 millions de personnes. Donc, parfois, on peut penser que c'est de l'humanitaire, mais c'est un secteur qui a un réel poids dans l'économie. Et en plus, c'est un secteur qui recrute comme la tech. Donc, la tech plus l'ESS, là, c'est le jackpot, puisque l'ESS a plus 23% de création de postes, a eu plus 23% de création de postes en 10 ans. Du coup, pour boucler la boucle et ensuite laisser nos intervenantes nous raconter qui elles sont, il existe du coup une catégorie dans l'ESS qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est la tech. Donc des entreprises tech comme Phoenix et Back Market qui ont accepté par l'intermédiaire de Jeanne et de Claire de participer à cet événement. Et pour moi, selon moi, ces boîtes-là codent pour une tech responsable. Donc, pour moi, ça se traduit de 2 manières. En fait, c'est des entreprises tech au service d'une cause qui a du sens, ici, de permettre de réduire l'empreinte écologique et aussi de repenser les technologies utilisées pour réduire cette empreinte. Petit aparté sur juste le secteur numérique et ses émissions mondiales de CO2. Donc, le numérique, ça représente 4% des émissions mondiales de CO2. Et c'est en perpétuelle croissance, donc c'est un vrai sujet qui malheureusement va devenir de plus en plus important. Donc toutes les personnes qui travaillent dans la tech en fait et je sais qu'il y a aussi des personnes qui veulent devenir développeurs qui sont là dans l'audience, donc ça va devenir un vrai sujet. Donc on parle par exemple pour réduire cette empreinte écologique, de sobriété numérique. Donc en fait, ça se traduit selon The Shift Project par acheter les équipements les moins puissants possibles, échanger le moins souvent, en acheter des reconditionnés, réduire les usages énergivores. Donc ça, c'est une partie. Et il y a aussi la partie de l'éco-conception. Donc en fait, au sein même de la manière dont on programme, faire en sorte que ça soit pas trop énergivore, que ça consomme pas trop. Il y a aussi les questions de l'UX et de la navigation. Donc on les abordera ce soir. Je vous donne juste un petit exemple pour mieux comprendre ces sujets-là qui, moi, m'a pas mal marqué. C'est par exemple sur Netflix. Quand vous arrivez sur Netflix, il y a une page où vous devez à chaque fois rechoisir l'utilisateur, alors que vous êtes a priori toujours le même. Et si jamais vous avez absolument besoin de changer, vous allez sur déconnecter. En fait, cette page, à l'échelle de toutes les personnes qui sont sur Netflix, consomme énormément. Donc, c'est un UX qui a été mal pensé par Netflix et qui consomme beaucoup. Donc, pour finir avec cette introduction, le code, selon nous, selon Adat School, c'est un excellent moyen de trouver un job, surtout en ce moment dans un moment de crise. Et c'est aussi un bon moyen de trouver un job dans une entreprise qui nous plaît, dans lequel on se reconnaît, dans une entreprise qui a du sens, où on se sent utile et on voit le résultat de son action. Et j'ai l'impression que Claire et Jeanne sont dans ce cas-là. Donc, du coup, je vous laisse toutes les deux commencer par vous présenter, dire aux personnes présentes qui vous êtes, où est-ce que vous travaillez, quel est votre poste et pourquoi vous avez choisi vos entreprises aujourd'hui. Claire, tu veux y aller ? À qui l'honneur ? Allez, je veux bien commencer. Déjà, bonsoir à tous et à toutes, et un grand merci à l'invitation, Ada. C'est un plaisir d'être ici avec nos amis de Phoenix, qu'on apprécie énormément évidemment, avec qui on partage énormément de valeurs sur le secteur du responsable.
Moi, je m'appelle Claire Chabas, donc je suis développeuse front-end chez Back Market. Donc pour parler bon français, ça veut dire que je développe des interfaces à destination de l'utilisateur final. Et donc, pour être plus précis, en fait, je développe les interfaces chez Back Market qui sont utilisées par les marchands, donc ces reconditionneurs qui vendent leurs produits remis à neuf sur Back Market. Et donc, juste pour le contexte, au cas où certaines ne connaîtraient pas Back Market ou l'utiliseraient pas. Donc, Back Market, c'est le pionnier de la marketplace de reconditionnés dans le monde. C'est les premiers à avoir lancé ce concept-là. Ça a été lancé il y a 6 ans seulement et aujourd'hui, le but, c'est d'être leader mondial et ça a été monté dans le but principal d'avoir au cœur de son activité la réduction justement de ces émissions de CO2 monumentales et de ces pertes de gâchis de matériel dont tu parlais tout à l'heure, Claire, qui sont effectivement colossales. Et donc, Back Market espère bien saboter l'industrie du neuf pour remplacer sous le sapin les iPhones par des iPhones reconditionnés. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis développeuse à temps plein. Ça n'a pas toujours été le cas. Au contraire, c'est même lié à une réorientation très récente, enfin relativement récente de ma part, puisque je n'avais pas fait ça toute ma carrière. Moi, je suis de formation ingénieur initialement, mais je n'avais pas du tout commencé en tant que développeuse. J'étais très curieuse au départ par beaucoup d'autres métiers et du coup, j'avais commencé par vouloir découvrir beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai fait une double formation en allant aussi en école de commerce. J'ai fait du coup toujours dans la tech. Par contre, j'ai commencé par faire du marketing. Donc, j'étais chez Microsoft à cette époque-là. Ensuite, j'ai fait de la vente dans une start-up avant de rejoindre Google en tant que sales aussi. Et c'est après ces différentes expériences que j'ai eu mon moment de remise en question, de quête de sens, où je me suis retrouvée face à ces questionnements, aussi face à tous les événements qui se sont passés dans le monde à cette époque-là. C'était après la période des attentats, on avait eu toute la période autour de l'écologie. Et donc, à ce moment-là, j'avais deux choses en moi qui se retrouvaient. C'était d'une part la grande envie de retourner dans le monde du développement, de refaire du développement. Ça m'avait beaucoup manqué, j'avais toujours gardé un petit pied dedans. Et finalement, cette quête de sens, elle est à la fois aussi pour rejoindre une entreprise responsable, mais aussi nous, personnellement, sur un métier qui doit nous épanouir. Et c'est ça aussi qui nous fait parfois retourner ou changer et nous réorienter en cours de carrière. Donc, il y a le métier d'abord, et ensuite, il y a qu'est-ce qu'on fait de ce métier. Et là, je te rejoins totalement, parce que mon deuxième point, c'était, OK, développer, mais développer pourquoi et pour qui et comment. Et donc, je voulais rejoindre des projets et participer à donner vie à des projets qui étaient responsables et qui faisaient une différence, qui avaient de l'impact, que ce soit pour la société, pour les individus, pour la planète. Et donc, j'ai travaillé sur un projet de start-up pendant un temps qui avait pour but justement d'aider les gens qui n'étaient pas satisfaits de leur situation professionnelle à trouver, à réussir à saisir la bonne opportunité au bon moment. Donc c'est un projet qui a pas vu le jour, mais qui était tout à fait dans cette optique-là. Et ça, c'était donc juste fin d'année dernière. Après, j'ai un peu participé à un autre projet de start-up avant de rejoindre Back Market, là, cet été. Et voilà, donc la quête de sens, c'est quelque chose qui me parle énormément. Ça nous vient en fonction de différentes choses qui peuvent se passer. Et je pense qu'ici, on a tous un peu notre histoire personnelle sur le sujet. Et se tourner vers une tech responsable, c'est une obligation, enfin, c'est une importance primordiale pour nous épanouir et pour le monde, pour le rendre meilleur demain. Sur ces belles paroles, Jeanne, est-ce que Yes, tu peux aussi te présenter et nous expliquer comment tu es arrivée chez Phoenix? yes, bien sûr. Salut tout le monde. Du coup, donc moi, c'est Jeanne Latil-Flamme. J'ai 28 ans et je bosse du coup chez Phoenix. Je ne suis pas à proprement parler une développeuse. Donc, je suis un peu une impostrice dans cette conférence ce soir, puisque je m'occupe principalement de la partie produit. Donc Phoenix, pour vous refaire un peu, comme a fait Claire, un petit aperçu pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est l'entreprise leader en France de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
On s'est donné comme objectif depuis 6 ans aussi, donc on a le même âge, en fait, on a plein de points communs avec Backmarket. Voilà, plein de cœurs. On s'est donné pour objectif de limiter, voire d'éliminer complètement le gaspillage, notamment alimentaire, qui représente un tiers de la nourriture produite dans le monde, qui est à peu près une aberration. Et on s'attaque notamment au gaspillage alimentaire chez les supermarchés, les commerçants indépendants et les gros industriels qui vont avoir des quantités qui se comptent en palettes à jeter à la poubelle. Et on fournit différentes solutions pour ces différents problèmes. Du don aux associations, qui est notre solution historique, qui est très logistique, très accompagnement et qui est vraiment le cœur de métier de Phoenix. Une solution de valorisation animale aussi pour tout ce qui est déchets alimentaires. Et moi, la partie sur laquelle je travaille, c'est une partie qui est plus récente puisqu'elle a seulement 2 ans. C'est l'application mobile Phoenix que j'espère vous avez tous sur vos téléphones et qui vous permet, en tant que citoyen, de sauver des invendus chez des supermarchés et commerçants de proximité autour de vous. Donc, qui va permettre de gérer des quantités d'invendus plus imprévues au quotidien, etc. Et aujourd'hui, moi, je suis arrivée chez Phoenix après ma première expérience professionnelle en tant qu'intrapreneuse. Donc mon poste, il est un peu particulier puisque j'ai lancé le projet de l'application. Et aujourd'hui, je m'occupe de l'application sur la France, donc une partie non tech de mon métier où je gère les équipes commerciales pour la France, et la casquette tech où je gère le produit, donc l'équipe de développeurs, je dis bien développeurs, puisque nous n'avons pas encore de femmes. Et je suis ravie d'être ici pour ça aussi, s'il y en a qui sont intéressés. Donc, l'équipe de développeurs de l'application et de toutes les plateformes qui sont derrière l'application, donc notamment la plateforme des commerçants. Et donc, comment je suis arrivée chez Phoenix? J'ai eu ma première expérience professionnelle en start-up, en fait, en sortant d'école de commerce, donc après un parcours assez classique de prépa école de commerce. En sortant d'école, je m'étais frottée un petit peu au monde du conseil, etc. J'avais une folle envie d'action et je me sentais très, très loin de la réalité et du terrain et de l'impact de ce que je faisais. Donc, j'ai vite bifurqué vers les startups. J'ai bossé 3 ans dans une startup qui s'appelle Stuart, qui était une excellente école d'apprentissage et une famille que j'ai toujours. Mais au bout des 3 ans que j'ai passé là-bas, il me manquait, en plus de l'impact que je voyais, on va dire, au quotidien, je voyais l'impact de mes actions. Je faisais quelque chose, ça se traduisait dans une décision chez Stuart, mais il manquait la notion d'impact, de sens, d'impact social et sociétal, même si par ailleurs Stuart a quand même quelques engagements environnementaux, mais ce n'est pas le sujet. Ça n'allait pas assez loin pour moi et j'ai commencé à du coup chercher des entreprises de l'ESS qui recrutaient. Il faut dire que c'était il y a 2 ans et demi, c'était pas hyper développé. J'ai un peu galéré à trouver. J'ai du coup passé pas mal d'entretiens dans plein de startups qui ne me convenaient pas. Et finalement, je suis tombée sur Phoenix qui regroupait plein de choses qui me convenaient, à la fois le projet entrepreneurial, à la fois évidemment l'impact social et environnemental et vraiment la cohérence en fait sur toute la ligne du projet. Et ça, c'est un truc qui est hyper fort, je trouve, dans des boîtes comme Backmarket ou Phoenix où en fait, on essaie de traduire notre engagement sur l'ensemble de nos décisions, en fait, que ce soit en termes de parité, enfin, on en reparlera, mais en termes de plein de choses. Donc, je m'y suis très vite retrouvée, et aussi en termes de tech, parce que je suis un peu une geekette depuis toujours. Je ne suis pas dev, mais j'adore explorer toutes les fonctionnalités. Et je savais que des sujets produits, conception de produits, etc., et dialogue avec des équipes de dev m'intéressaient. Et voilà, capacité à s'intéresser aux dernières techniques, etc. Donc voilà, je suis depuis 2 ans et demi là-bas et c'est une super boîte pour évoluer et réconcilier cette envie d'impact professionnel et d'impact social et de tech. Voilà. Ah, franchement, c'est trop cool d'entendre des personnes parler avec autant le sourire et autant passionnées par leur boulot. Est-ce que pour qu'on se plonge un peu plus dans votre quotidien, vous pourriez toutes les deux nous parler d'un projet que vous avez mené chez Phoenix et Backmarket qui vous a spécialement plu, qui vous a spécialement motivé? Jeanne, si tu veux, je vois que tu acquiesces. Oui, bah, en fait, moi, mon projet emblématique, c'est le projet, en fait, c'est l'application mobile Phoenix.
enfin, si, je ne sais pas si c'est pertinent de parler de ça, mais je vais peut-être vous expliquer un peu la genèse du projet et pourquoi c'était génial d'arriver à ce moment-là, à la fois, encore une fois, en termes d'impact et en termes d'apprentissage tech. En fait, j'arrivais en tant que chargée de projet pour lancer cette application. J'avais une vague expérience en produit et on me donne un fichier zip en me disant, voilà, on a racheté une application, elle est là-dessus, débrouille-toi, lance l'application. Alors, bon, comment vous dire, je n'ai pas de compétences en code, donc j'étais un petit peu démunie face à ça. Donc, ça a été le début, en fait, le lancement vraiment d'un projet assez ouf où on a, en 2 mois, avec le premier dev qu'on a recruté chez Phoenix, Vincent, qui est aujourd'hui notre lead dev sur l'appli, mis en place l'application et en fait, il y avait toute une notion, de mon côté, ce qui était passionnant, de à la fois benchmark, parce que comme vous le savez, sur le marché des applications anti-gaspi, on n'est pas les seuls. Il y a notamment Too Good To Go qui est très gros et qui fait un taf super. Donc, on avait la barre haute pour faire quelque chose de bien. Donc, il y avait une notion de benchmark parce que oui, on est une entreprise de l'ESS, mais on a des concurrents, c'est comme ça. Même si on est plutôt copains, voilà. On est obligé de se différencier. Et on devait aussi rentrer un petit peu dans le dur de la technique pour débugger en fait cette application qui avait été rachetée en marque blanche et qui était pleine de bugs. Donc ça, c'était vraiment ma découverte du métier, du produit en plein temps avec un dev. On était vraiment tous les deux dans une salle et on était les 2 seules personnes de l'application Phoenix et on bossait au jour le jour à vraiment rentrer dans le détail, les moindres détails, lui du code et moi du fonctionnel pour mettre ce projet sur les rails. Donc, Vincent, il est arrivé, pour vous dire, le 2 octobre 2018 et on a lancé le bêta-test le 17 octobre 2018. Donc, ça a été 2 semaines très intenses de nos vies. Ça a été lancé avec succès avec notre client Franprix. Et depuis, en fait, pour moi, c'est toujours un seul et même projet qui est passionnant puisqu'on passe notre temps à essayer d'améliorer et à gérer aussi la croissance. On est passé un peu de cette phase de création, qui était la première phase dont je viens de vous parler, à la phase actuelle de consolidation, à maintenant qu'on a plus d'1 million d'utilisateurs, comment on va faire pour tenir les 10 millions et satisfaire les 10 millions le jour où on y arrivera, si Dieu le veut, quoi. Voilà pour mon projet. Trop bien. J'ai oublié de dire aussi à toutes les participantes et tous les participants, comme le fait Yann, n'hésitez pas à interagir et à poser des questions en cours de route. Je les prendrai pendant la conférence. Et toi, Claire, donc c'est un peu plus récent ton arrivée chez Back Market. Est-ce qu'il y a déjà un projet phare dont tu aimerais nous parler? Effectivement, c'est assez récent. Donc, du coup, moi, le projet phare pour moi, c'est l'ensemble de l'application Back Market en elle-même, parce que ça fait ça fait pas encore tout à fait 4 mois que je suis là-bas quand même. Mais même dans ce peu de laps de temps, j'ai déjà eu l'occasion de travailler sur des projets super intéressants. On a notamment commencé à travailler sur notre design system avec toute l'équipe front. C'est un sujet qui est passionnant, ça amène beaucoup de questions sur l'expérience utilisateur, sur l'accessibilité. Et tu en parlais tout à l'heure au début dans ta présentation, Claire, et tu as tout à fait raison. Quand on parle de coder responsable, il ne faut pas oublier que une proportion non négligeable je crois que c'est 10% des personnes qui interagissent avec nos pages, sont des personnes avec des handicaps soit visuels, soit d'utilisation. Et du coup, penser n'importe quelle ligne de code dans l'optique de qui va la regarder à travers quoi, est-ce que ça travaille un lecteur, un logiciel donc sur son ordinateur qui va lui lire la page, est-ce qu'il va voir les bonnes couleurs, est-ce qu'il va du coup capter ce qui est écrit à l'écran. Et ça, si on n'utilise pas le bon contraste sur les couleurs, si on n'utilise pas les bonnes balises pour que le logiciel de lecture puisse faire son travail correctement, ça rend la page complètement inutilisable pour ces personnes-là. Et en dehors de même simplement les cas vraiment très complexes de difficultés de lecture ou de personnes aveugles ou autres, même le tout un chacun peut se retrouver avec une page très compliquée à utiliser
si elle n'a pas ce qu'il faut pour qu'elle puisse être utilisée avec seulement un clavier, pas une souris par exemple, ou sur un téléphone qui soit d'une taille plus petite que la normale, ou sur une taille d'écran qui n'est pas prévue et qui n'est pas gérée. Donc voilà, donc c'est des sujets qui sont vraiment pris avec beaucoup de sérieux chez Back Market. Du coup, c'est passionnant de travailler sur une application où tous ces sujets-là sont pris à bras-le-corps et sont vraiment portés pour rendre pas juste pour que la tech responsable soit aussi au cœur même de ce qu'on fait, de ce qu'on développe. Pour enchaîner du coup là-dessus, c'est vrai que, comme je le présentais, il y a à la fois les missions de vos entreprises qui sont des missions responsables en elles-mêmes, mais il y a aussi la manière de coder, de développer qui elle-même doit être responsable. Est-ce que vous avez des exemples d'initiatives qui sont mises en place dans vos entreprises en ce sens? Est-ce que vous avez reçu des formations? Tu parlais d'accessibilité. Claire, comment tu t'es formée là-dessus? Est-ce que vous avez des témoignages là-dessus? Alors, moi, je n'ai pas eu de formation au sens où on n'a pas eu de personne qui est venue qui nous a formés sur le sujet. Sur ce sujet-là, c'est un sujet où, d'ailleurs, tu m'y fais penser, il n'y a pas de formation officielle, on en parle très peu en école et c'est très, très dommage. Tout le monde se forme un peu de son côté. Il y a des documentations officielles en fait, qui sont partagées par les consortiums et donc en tant que développeur, on se doit de connaître. Mais c'est des initiatives personnelles finalement, et donc il en revient à chaque développeur de faire son propre travail et de partager aux autres ces informations. Et du coup, nous, ça se transmet notamment dans le cadre de nos revues de code. Donc évidemment, tout code qui est produit est revu par d'autres développeurs. Et dans nos guidelines, on fait très attention à vérifier que les bons labels sont aux bons endroits, que le code il est accessible, et que du coup, la personne qui pourra utiliser derrière eh bien, sera à même de le faire, que ce soit avec le clavier s'il n'a pas de souris, que ce sera capable d'être lu. Au niveau du design, je le précisais tout à l'heure, il y a aussi des règles à respecter en termes de contraste de couleur ou autre, donc ça, c'est aussi des choses auxquelles on fait très attention. Là, on est très content du coup que le noir soit une de nos couleurs préférées, puisque le blanc sur le noir, ça se lit très très bien, et inversement, donc forcément, ça nous facilite la vie. Mais du coup, sur tout le reste de l'application, c'est quelque chose de très important. Mais c'est un très très bon point. Je pense qu'il n'y a pas du tout assez de formation à tous les niveaux sur le sujet et la documentation est plus complexe qu'on y croit à prendre en main. Donc tu me donnes l'excellente idée de pousser pour que ça puisse mieux se développer sur le sujet. Je me note ça. C'est vrai qu'il y a même une boîte à créer là-dessus. Et il y a aussi les sujets d'éco-conception. Donc, moi, je connaissais pas trop, mais du coup, j'ai un peu lu dessus. En fait, c'est le fait d'avoir une sobriété dans le code, donc de faire en sorte que plutôt que d'amener l'utilisateur à aller cocher plein de cases, répondre à plein de notifications, etc., l'amener directement vers ce vers quoi on veut l'amener. Est-ce que c'est aussi peut-être toi, Jeanne, au produit, comme j'imagine, tu t'occupes aussi pas mal de l'UX. Est-ce que c'est des sujets que tu es amené à gérer? Qu'est-ce que tu en penses? Yes. Oui, alors carrément, en tant que tel, l'éco-conception, on est un peu pour les mêmes raisons que ce que Claire évoquait. En fait, on n'a pas tellement, malheureusement, il y a l'information, elle est assez peu centralisée sur ce sujet. On n'a pas vraiment de formation, etc., que ce soit au niveau des devs ou du produit. Donc, on n'est pas encore du tout parfait dans l'application de théorie d'éco-conception parce qu'on est nous-mêmes pas hyper bien informés sur le sujet. En revanche, ce qui se retrouve super facilement je pense que ce soit chez Back Market, chez Phoenix ou d'autres boîtes tech de l'ESS, c'est qu'effectivement, dans l'UX, comme tu dis, dans le design, dans les flux utilisateurs, on va essayer de limiter la quantité d'interactions, d'aller le plus droit au but possible. Par exemple, l'app Phoenix, c'est un exemple vraiment très, très, très bête, hein, mais c'est une app où vous allez chercher des commerçants autour de vous. Aujourd'hui, ce qui est à la mode dans le milieu et que vous allez retrouver sur Deliveroo, sur Uber Eats, sur Too Good To Go, sur etc., c'est de faire ce qu'on appelle des menus Discover. Les menus Discover, c'est des menus intelligents qui vous font des propositions, des playlists de commerçants qui peuvent correspondre à vos envies, etc. etc.
Sauf qu'il s'avère que ça, en fait, ça ne correspond pas aujourd'hui. C'est marketingement intéressant parce qu'on montre qu'on a une grande diversité de commerçants, etc. etc. Mais en termes de parcours d'utilisation et d'utilisation réelle en fait, de l'application, ça ne va pas du tout correspondre à notre besoin aujourd'hui. Donc, par exemple, ce n'est pas quelque chose qu'on a prévu de faire dans l'application Phoenix, où en fait, on est sur une appli de click and collect, donc on va montrer les commerçants les plus proches en fait, pour aller droit au but sans passer par un écran intermédiaire. Donc ça, par exemple, c'est des choix comme ça qu'on fait. Mais j'irai même plus loin, en fait, nous après, dans nos choix en fait, de conception produit, il y a des trucs qui sont compliqués. Enfin, je serais curieuse, Claire, de savoir ce que tu en penses. Mais en fait, on est dépendant un petit peu, quand on est dans la tech, quand même d'entreprises qui ne partagent pas forcément nos valeurs. On est dépendant de Google, on est dépendant des pubs Facebook, on est dépendant de plein de choses. Et ça, c'est vrai. Et ça, il faut aussi accepter et faire ces concessions-là. On est tous prêts à les faire, ces concessions-là, mais dans une certaine mesure. Et par exemple, chez Phoenix, là, on est en train d'essayer de passer de Google Maps à OpenStreetMap pour passer sur un projet qui est open source, qui partage nos valeurs, etc. Bon, c'est pas de la tarte techniquement, mais c'est comme ça et ça fait partie du temps qu'on est prêt à allouer en fait à ça. Ou bien on essaie de passer d'un prestataire de paiement qui s'appelle Stripe à un prestataire qui s'appelle Paygreen, qui est un prestataire français qui permet de faire de l'arrondi en caisse, qui permet de faire plein de choses en fait, de projets solidaires, etc. Donc là, on essaie d'aller plus loin même que dans notre code, en fait, dans les interactions, toutes les intégrations API, tous les SDK qu'on va mettre dans notre app, qui soient un peu propres et un peu responsables et cohérents avec nous, même si on est forcément dépendant. Ouais, c'est un très bon point. Effectivement, je rejoins Jeanne là-dessus. On est forcément dépendant d'acteurs qui font les choses plus ou moins bien. Et c'est pas si simple de faire des choix responsables à ce niveau-là, puisqu'il faut quand même qu'on pense à servir nos utilisateurs et à leur donner une expérience qui est viable. Et du coup, il faut qu'on choisisse le meilleur prestataire sur le marché. On est aussi des petites entreprises encore, hein. On n'a que 6 ans, hein, Phoenix et Back Market, il faut le rappeler. Donc forcément, on fait des choix aussi qu'on peut se payer, qu'on peut se permettre, qui vont dans le sens, du coup, autant que possible de notre business pour soutenir notre croissance. Mais on a cette ambition d'utiliser au maximum des acteurs locaux, des acteurs responsables, des acteurs qui font attention à leur footprint. Et même dans les grands, il y en a quand même qui font attention. Google est quand même carbone neutral depuis 2007. Donc, en termes de... Oui, c'est un GAFA. Oui, on est très aligné sur cette grande équipe. Après, peut-être qu'ils gèrent, je pense, 100 fois mieux leurs infrastructures et de manière bien plus éco-responsable que nous, on pourrait le faire en créant nos propres data centers. On générerait bien plus de CO2 que Google le fait. Donc je ne dis pas qu'on utilise Google, mais je dis pour les personnes qui se poseraient ce genre de questions, voilà, il ne faut pas oublier ce que ça voudrait dire si demain on voulait faire les trucs à la maison. Ça coûterait énormément en émissions de CO2 et en matériaux, etc. etc. Donc, ça ne veut pas dire que ce serait forcément le meilleur choix à faire. Ok. Je reprends juste quelques questions en cours de route sur ce sujet. Il y avait Sarah qui te demandait, Jeanne, si tu pouvais expliquer pourquoi les menus de Discover ne sont pas éco-responsables. Yes, c'est juste un exemple. En fait, c'est dans le cadre d'une application anti-gaspillage, puisque il y a très peu de chances dans une application anti-gaspillage, puisque tu dois aller récupérer en fait ton panier physiquement. Que tu ailles à plus d'1 kilomètre en fait, statistiquement en tout cas, nous c'est nos chiffres, de là où tu es. Et donc nous, notre objectif, c'est de montrer les commerçants qui ont des paniers à moins d'1 kilomètre, sans chercher à faire scroller les gens pendant des heures sur qu'est-ce qu'il y a, des fruits et légumes, qui est-ce qui a des pâtisseries, qui est-ce qu'il y a, etc. C'est en soi juste d'aller, c'est exactement ce que disait Claire sur le fait de retirer une étape, tu vois, du parcours utilisateur, en fait, et de ne pas forcément vouloir miser sur cette notion de session longue. Moi, je m'en fiche que mes utilisateurs, ils restent 10 minutes sur l'appli Phoenix. En fait, je ne suis pas une appli de contenu, je ne suis pas là pour les rendre accros à l'appli Phoenix, etc.
Je veux juste qu'ils trouvent leur panier anti-gaspillage et ils iront le chercher que s'il est à moins d'1 kilomètre, donc autant que je leur montre ce qui les intéresse directement. Voilà, c'est plutôt dans une logique de simplicité, on va dire. Et en fait, tout ça a été un peu influencé aussi par toutes les applis de réseaux sociaux qui ont été créés. Il y a le documentaire sur Netflix, Derrière nos écrans de fumée, qui montre bien ça. En fait, du coup, tout est fait pour que l'utilisateur reste captif, reste longtemps sur l'app, interagisse le plus possible, ce qui est en fait pas du tout compatible avec l'éco-conception. Et en fait, ces principes s'appliquent après dans des applis qui n'ont aucun rapport avec les réseaux sociaux, parce que tout le monde a pris un peu ce modèle comme le modèle par définition, où on scrolle à l'infini, où on a une offre où on ne viendra jamais à bout de scroller. Donc c'est ça qui serait pas éco-responsable. Alors, il y avait Charlène qui avait posté une question sur les sites et les plateformes, et je vois que Jeanne t'a répondu. On aura une petite session à la fin sur les conseils que vous pouvez donner, donc on y reviendra. Et il y avait aussi donc, Pierre qui posait une question sur le partage des valeurs et sur l'écosystème de l'ESS. Est-ce que les boîtes de l'ESS se fédèrent ou se regroupent? Bon, il y a déjà cette initiative de ce soir. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans votre quotidien? Il y a pas mal de choses. Il y a le mouvement qui s'appelle Tech for Good France, qui est l'ancien mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc, si vous voulez suivre, il y a vraiment beaucoup de choses. Ils font pas mal d'événements, etc. Je ne dis pas ça parce que le président de Phoenix est aussi coprésident de Tech for Good, pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'il est assez impliqué dans le secteur. Et du coup, il y a Tech for Good France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a quelques-unes d'autres. Il y a 15 Tech qui voilà. et qui a une super initiative pour essayer d'atteindre l'égalité parfaite en nombre en tant qu'hommes et femmes dans la tech. Donc on est super heureux d'être partenaire de 15 Tech chez Back Market, et c'est un super endroit en tant que femme pour se développer un réseau, rencontrer d'autres femmes dans la tech. Oui, on est nombreuses finalement, on est là. Et c'est l'occasion de s'y faire un réseau, d'y trouver des entreprises responsables qui veulent se bâtir et travailler dans une diversité et une inclusivité. Et vous y trouverez du coup des pages entreprises, des gens pour créer un réseau, des jobs, etc. Et ensuite, dernier truc pour repérer un petit peu les entreprises de l'entrepreneuriat social en général, il y a aussi un label qui est international, certes, mais qui est quand même assez valide, qui est le label B Corp. Donc, je vous écris dans le chat. B Corp. Voilà. Qui évalue les entreprises sur vraiment des critères très, très, très exigeants et qui sont généralement assez fiables, notamment en termes d'égalité homme-femme. Donc, on est content. Et également le label ESUS, qui est un label français, donc, qui est attribué à certains types d'entreprises qui s'engagent à limiter la redistribution des profits aux actionnaires et à plutôt réinvestir, etc. etc. Enfin, un ensemble d'engagements. Je vous invite à vous renseigner si jamais ça vous intéresse. Voilà. Du coup, vous me donnez une bonne transition pour aborder le sujet des femmes dans la tech. Donc, bon, on le sait, hein, je l'ai dit avec mes stats au début, les femmes sont minoritaires dans la tech. Pourquoi, selon vous, il faut quand même y aller? Et moi, en préparant cette conférence, je me suis quand même dit, ah tiens, les femmes dans la tech for good, c'est quand même une super opportunité, parce qu'il y a pas mal d'exemples de femmes, soit développeuses, soit entrepreneurs, qui sont à la tête de super boîtes tech de l'ESS. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi faut y aller selon vous? Faut y aller pour plein de raisons. Faut y aller d'abord parce qu'on a toute notre place dans un secteur qu'on a contribué à créer. Hein. Vous êtes la grande représentation. Ada Tech School, vous portez le nom de Ada Lovelace, qui était une pionnière de la science informatique. Et de nombreuses femmes ont participé dans les tout débuts de l'informatique à créer les programmes. Je suis hyper fière de sortir d'une école qui a vu dans ses rangs la créatrice de Hadibou, qui était française du coup,
que vous avez tous utilisé quand vous étiez enfant. La musique la plus entêtante des jeux vidéo d'enfants quand même, hein, pour ceux qui sont... On va pas la lancer ici parce que sinon on va pour le reste de cette visioconférence. mais on va dire maintenant, c'est fini, votre soirée est terminée. Donc voilà, il y a énormément de femmes au début qui ont contribué à créer ce secteur et à cause d'une communication autour d'un stéréotype dans les années, je sais pas, peut-être 80-90, on s'est toutes retrouvées à plus se retrouver dans ce secteur, et à raison, parce qu'on ne se retrouvait pas dans ce stéréotype. Alors qu'on était déjà pas nombreuses à l'époque en école d'ingénieur, bah, on ne s'est pas forcément tourné vers des métiers de développeurs. Et du coup, elles sont encore moins nombreuses aujourd'hui à le faire, alors qu'on on a toutes les qualités pour être d'excellentes développeuses. Et du coup, la tech a besoin de nous parce qu'on a ces qualités. Tout ce que le patriarcat veut nous donner comme super attribut, que ce soit on est super collaboratrice, on aide à créer du consensus, on a le souci du détail, on a de la créativité, tout ça, c'est des qualités que recherchent les développeurs et les recruteurs pour faire des bons développeurs. C'est super important et ça fait toute la différence. C'est pas un développeur dans sa cave tout seul qui va créer un super programme. Et nous, on le voit chez Back Market, les morceaux de code qui ont été écrits à 2 mains, enfin à 4 mains et pas à 2, ils font toute la différence. La conception est beaucoup plus claire, le code est beaucoup mieux fait, il est beaucoup plus, comme on dit, scalable, maintenable, lisible, et il tiendra dans la durée. Donc on fait du pair programming qui est travaillé à 2 derrière un ordinateur, et ça donne d'excellents résultats en termes de travail derrière. C'est pas du tout une perte de temps. Il y a beaucoup d'accompagnement. On fait des code reviews à 2 également, par pair, hein, parce que ça permet d'avoir bien mieux résultat de code. Et donc ça veut dire que avoir l'esprit collaboratif, trouver du consensus et ce souci de détail, ça fait des femmes des brillantissimes développeurs en puissance. Donc la tech a besoin d'elles. Elles peuvent s'y faire une super place. Et c'est un métier qui demande énormément de créativité. Donc si c'est quelque chose si c'est aussi une qualité qu'on attribue aux femmes, c'est vraiment un bon endroit pour le faire. Et puis en plus, c'est un job qui peut énormément nous plaire, et avec tous ces attributs, nous donner énormément de chance dans notre développement de carrière, puisque c'est un de ceux où il est plus facile de travailler en remote, d'avoir de la flexibilité sur les horaires de travail, ce qui donne quand même l'occasion à beaucoup de femmes qui veulent mixer une vie pro et une vie perso, de pouvoir le faire dans des conditions beaucoup plus faisables, sans du coup troquer leur carrière, leur ambition pour une vie de famille, ce qui est évidemment pas une bonne chose. Et ce que nous, chez Back Market, on veut au contraire porter dans le sens inverse. Je suis d'accord avec toi, d'une manière générale, évidemment qu'il faut y aller. La première raison, selon moi, pour laquelle les femmes qui ont l'envie doivent se lancer dans le milieu de la tech, c'est que c'est des sujets qui sont passionnants, en fait. Pourquoi ils seraient réservés aux hommes? C'est des sujets ultra intéressants. Donc allez-y. Moi, j'en avais un peu marre, en fait, d'avoir l'image d'être une grosse geek, juste parce que je m'intéressais aux paramètres de mon iPhone. Enfin, je veux dire, vraiment, c'était de ce niveau-là. Bon, là, les choses sont un peu en train d'évoluer, je trouve. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les femmes arrêtent de penser que tout ce qui est de l'ordre de la technique, du complexe, des savoirs précis, c'est quelque chose de masculin. Ça n'a rien de genré. Ça n'a absolument rien de genré. C'est un apprentissage. Les hommes qui sont dans la tech, ils ont appris. Et il y a énormément de mecs sortant d'école d'ingé ou pas qui se lancent dans le métier de dev sans bagage, sans crainte aussi. Parce que cette audace-là qu'on leur apprend, on nous l'apprend moins. Donc il faut un peu se changer en gros tous les carcans dans lesquels on a été élevé, et arrêter de vouloir matcher sur tous les critères du recrutement. Ça, c'est super important. C'est un gros truc qui est valable pas que pour les métiers de la tech, hein. D'une manière générale, dans la façon de lire les fiches de poste, quand on recrute, une femme va essayer de matcher sur tous les critères
alors qu'un homme, s'il a, c'est prouvé par des études, il faudrait que je retrouve, parce qu'il ne faut pas citer des trucs comme ça sans avoir les études. Je vais essayer de vous remettre le lien dans le chat. Alors que les hommes, s'ils ont 50% des compétences en commun, ils se disent, bien sûr, on peut y aller, bien sûr, go. Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut fonctionner aussi, en se disant qu'on peut apprendre. Et sur ce que tu disais, Claire, enfin, vu que vous vous appelez toutes les deux Claire B, sur les personnages un peu emblématiques dans la Tech for Good qui sont des femmes, donc Lucie Bache, Eva Sadoun, Julie de Yuka, etc. C'est vrai que c'est des femmes qui sont super inspirantes et ça fait plaisir qu'elles soient sur le devant de la scène. Je nuance néanmoins le propos avec le fait que la Tech for Good est très féminine d'une manière générale. Ça, c'est une vérité. Chez Phoenix, on a, à part sur les métiers de dev, donc je vous invite, mesdames, messieurs, à postuler, on a vraiment une grosse surreprésentation des femmes. On est quasiment 60% de femmes au sein de l'entreprise, ce qui est rare pour une entreprise de la tech. Très, très rare. Mais tout ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est assez inspirant. Je trouve que c'est des personnages qui sont très inspirants. Lucie, Eva, Julie, etc. Et qui ont surtout envie, qui ont réussi cette envie d'être sur le devant de la scène et d'inspirer un peu aussi, limite politiquement aussi, hein, un peu des combats. Ça, c'est une envie qu'on n'a pas tous, je pense. Et il ne faut pas se dire que parce qu'on est une femme dans la tech, on doit forcément s'exposer. Mais ça peut aussi être une opportunité, effectivement, pour défendre des combats en fait qu'on a qui sont des combats aussi personnels. Enfin, dans le cas d'Eva Sadoun notamment, qui est la coprésidente avec Jean Moreau de Phoenix du Tech for Good, du mouvement Tech for Good, c'est un personnage qui est très engagé politiquement et qui dans toute sa vie professionnelle et personnelle est d'une cohérence incroyable et qui mène ses combats de front partout et qui est vraiment particulièrement inspirant. Et j'ajoutais à cette liste de noms d'ailleurs que dans le métier de développeur en lui-même, on a des beaux rôles modèles féminins aussi qui sont peut-être pas assez connus, mais que dans le monde de la tech on connaît. Nous, chez Back Market par exemple, on utilise la technologie Vue.js pour nos interfaces. C'est un framework qui est énormément utilisé de plus en plus et qui prend une grosse place sur la scène des technologies mondiales. Et c'est dans la team, dans la core team, comme on dit, il y a Sarah Drasner, qui est une développeuse à la renommée mondiale, qui fait du coup conférence en conférence, qui a publié un livre, qui est aujourd'hui chez Netlify, Developer Advocate. Et c'est avec des exemples comme elle, à ce niveau-là de top dans la tech, que c'est des exemples comme elle qui montrent que finalement, enfin oui, non seulement en tant que femme, on a notre place pour être développeuse, mais on a notre place pour prendre tous les plus beaux rôles de la tech sans aucun problème. On n'a rien à envier aux hommes là-dessus. Donc, il faut y aller, quoi. Et comme le disait Jeanne, et j'ai adoré que tu commences par ça, les jobs, c'est juste un métier passionnant. En vrai, je pense qu'aussi, on a eu droit à de la mésinformation, de la fake news un peu sur le métier de développeur. Qu'est-ce que c'est exactement? J'entends beaucoup de gens dire, mais c'est un peu répétitif. S'il y a un des métiers au monde qui ne l'est pas, c'est vraiment celui-là. Ça fait des années que je le pratique. Chaque jour, je n'ai jamais fait la même chose. J'ai toujours l'impression de débuter chaque matin. C'est fascinant, c'est challengeant et c'est que du nouveau en permanence. Et c'est ça qui le rend passionnant, créatif. Et c'est vraiment un beau métier et un métier où on ne s'arrête jamais d'apprendre. Complètement d'accord. Il y avait Benjamin qui vous demandait si vous rencontrez encore des préjugés sur le fait d'être femme dans la tech. Alors, pour ma part, aujourd'hui, chez Phoenix, pas du tout. C'est une boîte qui est aussi géniale pour ça. C'est que les gens qu'on recrute, en fait, sont généralement les mêmes valeurs que nous. Donc, on n'a vraiment aucun problème de discrimination ou de traitement, de jugement de valeur, de traitement différencié ou de jugement de valeur, vraiment pas du tout. Donc ça, c'est vraiment une ambiance vraiment très bienveillante sur le sujet. Je l'ai rencontré par le passé dans d'autres entreprises, sur le fait
d'être jugée notamment du fait du sens du détail dont tu parlais, Claire, d'être jugée pinailleuse, casse, etc., etc., au lieu d'être jugée précise et rigoureuse, enfin précis et rigoureux, s'il s'agissait dans le même cas, de certains de mes collègues mecs qui faisaient le même genre de remarques que moi. Donc ça m'a atteint par le passé, mais aujourd'hui, j'en suis libérée. Ouais, je rejoins complètement Jeanne là-dessus. Je pense qu'on a une expérience similaire. Si tu travailles dans la tech et que tu es une femme et que tu n'as jamais rencontré de problèmes avec les préjugés du patriarcat, franchement, tu es une privilégiée. J'en connais pas une seule, vraiment pas. Et du coup, oui, par le passé, énormément, mais depuis que je suis chez Back Market, et c'est notamment pour ça que j'ai rejoint Back Market aussi, il me semble qu'après on parlera justement de comment déceler et poser les bonnes questions pour rejoindre des entreprises qui ont ces valeurs-là. Mais c'est super important de faire attention, de rejoindre une entreprise qui porte ses valeurs de manière authentique et qui a du coup recruté des gens qui sont profondément conscients de cette... de l'éducation qui a été la nôtre, à tous, hein, puisqu'on avait tous ces préjugés-là et on a tous grandi dans cet environnement. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on les avait, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, comment on les perçoit, comment on change notre vision des choses, comment on se renseigne et comment on aborde ça pour faire changer les choses. Et du coup, oui, chez Back Market, pas du tout. Et pourtant, nous, on a la chance d'avoir des filles dans les équipes tech. Et c'est super cool, mais il y a évidemment forcément une grande proportion d'hommes. Et il n'y en a pas un seul qui te mettra une seule seconde le sentiment de te faire sentir autre chose que développeur. Et c'est ça, en fait, le vrai problème. La discrimination, elle est moins sur... on n'en est même pas au niveau harcèlement. Quand on arrive sur ce genre de sujet, c'est déjà beaucoup trop grave. Mais même en dessous de ça, il y a les harcèlements que personne ne verra et dont a très bien parlé Jeanne, qui sont juste de vous donner des attributs négatifs là où ils auraient été positifs pour un homme, en fonction d'attitudes et d'actions que vous faites et d'attitudes que vous avez, de mots que vous dites. Et c'est là où on se sent de plus en plus femme et pas reconnue pour notre métier. Et du coup, depuis que je suis chez Back Market, c'est un vrai plaisir de me sentir à égal avec tous les hommes qui m'entourent et les femmes aussi, du coup. Et c'est super important de rejoindre une entreprise qui a comme Phoenix aussi ce genre de valeurs dès le recrutement, de recruter des gens qui sont inclusifs, ouverts d'esprit et qui ont su traiter leurs préjugés. Avant de passer à la partie, en effet, conseil à ceux qui cherchent dans ce secteur-là et que vous nous racontiez un peu aussi ce qu'il faut faire en entretien, les bonnes questions à poser. Il y a juste 2 petites questions que je prends en cours de route avant de passer à ça. Il y a Marine qui demande à Claire, est-ce que tu as complété ta formation d'ingénieur par une formation en code pour devenir développeuse ? Alors oui, parce qu'en fait, moi, j'ai pas été développeuse tout de suite. C'est-à-dire, j'ai toujours gardé un pied dedans parce que ça m'amusait, mais c'était à côté de mon boulot principal. Et du coup, j'ai fait ma reconversion. Enfin, je me suis remis au dev à temps plein en 2017. Donc, c'était il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et donc, oui, j'ai dû me reformer. La tech concevoir des applications de A à Z, ça a complètement changé, la façon dont ça fonctionnait. Donc j'ai redécouvert beaucoup de choses. Je me suis reformée et avec grand plaisir, j'ai découvert qu'il y avait aujourd'hui énormément de ressources sur Internet pour le faire. Donc si la question c'était est-ce que j'ai suivi un bootcamp ou une école, non, pour le coup. Mais là, juste pour être bien précis, j'avais entre guillemets cet avantage d'avoir fait une école d'ingénieur, donc je savais ce que je cherchais, je savais où trouver l'information. Il y avait en ligne énormément de ressources qui me permettaient de me former seule. En revanche, j'avais aussi la chance d'avoir mon petit frère, à qui j'envoie plein de love ce soir, qui a été et qui reste un mentor pour moi dans le développement.
parce qu'il est développeur Android, lui, depuis toujours, enfin, de toute sa carrière, il a fait ça. Et donc, il m'a énormément aidé dans les moments où, dans ma formation, j'avais des moments de blocage, de questionnement, je ne savais pas trop quelle décision prendre à X ou Y, ou juste tu te retrouves bloqué pendant 3 jours sur le même problème. Là, vraiment, ça arrive et c'est très triste. On se sent très mal à ce moment-là. Et le moment où on se débloque, là, on est le roi du monde et tout va mieux. Donc, ouais, je suis très contente. Et donc, mon conseil, ce serait que malgré tout, quand on se forme à ça, il faut être accompagné par une personne physique à un moment ou à un autre. C'est obligatoire parce qu'on a besoin parce que trouver seule l'information, c'est possible. Il y a des trucs super en ligne. Mais c'est aussi important d'avoir une personne pour vous accompagner. Donc, soit vous allez rejoindre une école comme Adatech School pour vous suivre une formation, être accompagné par les bonnes personnes et être mis dans tout un programme qui vous convient. Soit si vous le faites dans votre coin, trouvez quand même un mentor, un prof, n'importe, qui va être là pour répondre à vos questions quand vous les aurez, pour vous débloquer quand il faudra, parce que sinon vous ne donnez pas toutes les chances d'aller jusqu'au bout de cette formation. Parce que c'est forcément comme toute chose technique ou complexe, et je ne dis pas compliqué, hein, je dis complexe, parce que c'est totalement abordable pour tous. Mais on a cette courbe où forcément au début tout va bien, et puis au bout d'un moment on commence à taper un espèce de plafond, là on redescend et on peut passer beaucoup de temps au niveau bas avant d'arriver au moment où vraiment on maîtrise les choses, et c'est à ce niveau-là où les gens vont laisser tomber en fait. Et en fait, ce niveau-là, tout le monde y passe, absolument tout le monde, et il faut juste en avoir très conscient qu'il va arriver, et c'est le moment où il nous faut cette personne qui va nous débloquer, qui va nous soutenir, qui va nous dire mais non, c'est normal que tu aies du mal à ce moment-là, et qui va te faire repartir, et après, rouler jeunesse. J'ai partagé du coup, Claire, deux ressources. Enfin, une que tu m'avais envoyé, un article que tu as écrit sur 10 formations, 10 formations que tu recommandes à suivre pour se lancer. Non, toi, c'était plus pour... C'est un article que j'ai écrit justement parce que je donne des cours sur le côté, notamment parce que je voulais aider ceux qui essaient de s'en dépatouiller seuls, comme mon frère m'a aidé. Et donc, en fait, je me retrouvais à chaque fois à leur partager les mêmes ressources qui sont finalement, une liste un peu de... si je devais refaire mon parcours de formation aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Enfin, si je voulais le faire en partant de 0 pour arriver à 1, dans les meilleures conditions et être prête à être embauchée, ce serait quoi le bon parcours? Et c'est celui-là. Donc le 1, c'est vraiment le niveau début pour s'amuser et commencer à jouer avec des trucs sympas, y prendre goût, pour après continuer et passer par tous les sujets qui sont super importants à maîtriser en tant que développeur. Donc ça va de la découverte de qu'est-ce que c'est la programmation, computer science en anglais, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, comment ça fonctionne tout ça, par maîtriser les langages et quels sont ces différents langages. Ensuite, faire du front comme du back, parce que savoir comment fonctionne une application, ça veut dire réussir à savoir au moins en faire une qui fait tout, jusqu'à après les bonnes pratiques, ce qu'on appelle le clean code, tout ce qui est super important à savoir et qui fait les bons développeurs. Donc voilà, c'est une liste, un peu un path, comme je l'ai appelé, un journey à suivre pour ça. Ok, top. Et moi, de mon côté, j'ai partagé aussi un article que Alia, notre responsable pédagogique, a fait. Alors là, c'est plus le niveau 1, tel que tu le décris, Claire. C'est comment faire mes débuts dans le code. Donc, c'est plus tester son appétence pour ces sujets. Parfois, il y a un peu un blocage. Non, j'en suis pas capable, je ne sais pas par où commencer. Donc, c'est des programmations recommandées par Alia pour se lancer. On a aussi 2 manuels de programmation disponibles chez ADA que je vais vous envoyer aussi. Alors, il y a plein de questions. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Il y a Arnaud qui posait la question. Vous êtes-vous déjà posé la question d'agir dans des boîtes peu ou pas engagées, de porter vos valeurs pour faire évoluer ces boîtes-là? Donc, moi, oui, je me suis déjà posé la question. Mais
il y a un moment un phénomène humain terrible qui se passe quand on essaie de faire changer une boîte, les valeurs d'une boîte qui sont déjà existantes, qui sont déjà ancrées, etc., qui est la fatigue. Dans le jargon féministe, ça s'appelle la fatigue militante, mais donc, dans mon cas, ce n'était pas forcément de la fatigue militante, mais juste de la fatigue pour faire comprendre la notion d'impact en fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Parce qu'en fait, quand on rentre dans une boîte comme Phoenix et que il y a plein de choses sur lesquelles on est aligné en termes de valeurs, c'est tellement reposant et ça nous permet de nous concentrer vraiment sur notre travail, notre qualité de travail en fait, plutôt que sur des choses du genre ils utilisent encore des gobelets en plastique pour la machine à café. Non, c'est pas possible. Mais cela dit, en fait, je trouve que Arnaud, c'est une super bonne question et que effectivement, c'est comme ça que notamment les grosses boîtes changeront leur fonctionnement, c'est en recrutant des personnes un peu plus sensibles. Moi, je crois dur comme fer au fait que la sensibilité, elle est en train vraiment de se propager de façon assez globale. Donc, du coup, je pense que ça va venir de là. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, personnellement, mon stade de carrière, j'ai pas envie de re-switcher sur une entreprise plus classique parce que c'est tellement agréable de se sentir aligné sur les valeurs au quotidien que pour l'instant, voilà. Ouais, super question et je vais être complètement alignée avec Jeanne parce que pour le coup, je me suis retrouvée dans ces entreprises qui n'avaient pas forcément les valeurs qui étaient les miennes et que j'aurais voulu pouvoir porter. Et en fait, pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure, c'est peine perdue. Arriver dans une entreprise qui, au niveau du top management, ne porte pas ces valeurs-là et a ancré en soi des préjugés vis-à-vis des femmes et des sujets d'éco-responsables et autres, vous n'avez aucune chance de leur faire changer d'avis. On ne fait pas changer d'avis à des gens en leur partageant un avis différent. S'ils ont basé une boîte sur des valeurs qui sont celles-ci, ce n'est pas vous qui ferez la différence. Donc la seule chance que vous avez de faire changer une entreprise vraiment, c'est de prendre les rênes de cette entreprise. Donc devenir CEO de cette boîte, là oui, vous allez pouvoir avoir de l'impact complètement. À un autre poste, ouais, je dirais, on pourrait dire oui, mais au comité de direction, je pense pas. J'y crois assez peu parce que finalement, vous allez retrouver écrasé par le reste du poids politique des personnes qui prennent vraiment les décisions et vous allez être catalogué et en tant que femme, pour avoir voulu porter des sujets auprès de ce genre de personnes et m'être fait, comme Jeanne l'a mentionné tout à l'heure, être fait reprocher d'être assertive, ce qui est un compliment en anglais, hein. C'est-à-dire que pour eux, c'était une mauvaise chose, mais en anglais, ça veut dire que vous savez porter vos convictions, donc c'est dire le genre de personne. Vous faire reprocher de pas avoir une attitude qui va dans le sens de l'entreprise, du coup, c'est parce que l'entreprise ne va pas dans le sens qui est le vôtre et il ne faut pas rester dans ce genre d'environnement. Il faut rejoindre des entreprises où le top management a compris ça et eux, à leur niveau, font descendre les bonnes valeurs et mettent en place les processus et où, du coup, vous pourrez porter ce genre de message. Donc, pour finir sur ce sujet, oui, si tu peux prendre les rênes de la boîte, il faut y aller, carrément, et faire changer ces boîtes-là, mais ça se passera toujours par le haut. Et sinon, moi je suis d'accord avec Jeanne, tu te fais du mal d'aller dans ce genre de boîte-là, faut pas se faire ça, vraiment pas, ça coûtera trop cher en psy en plus. Donc non, vraiment, te fais pas ça, respecte-toi, rejoins des gens avec qui tu as envie de bosser, rejoindre une entreprise qui a du sens, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par choisir les gens avec qui on travaille et pas juste le sujet. Il y a énormément d'ONG qui portent des sujets très beaux sur le papier, mais qui sont des endroits complètement délétères et scandaleux en termes de traitement humain où travailler. J'en citerai pas là, mais c'est des très grosses qui brassent énormément d'argent. Donc, faut faire attention à ça. Rejoindre des entreprises qui font le bien, oui, mais il faut penser à son bien à soi si on veut pouvoir avoir de l'impact sur le long terme, parce que sinon tu ne tiendras pas. Merci, c'est hyper intéressant vos réponses. On déborde un peu de l'horaire, mais moi je trouve ça trop intéressant. Donc
Si vous le voulez bien, je pense qu'on peut durer jusqu'à 45. J'espère que les participants n'ont pas trop d'engagement après. Il y avait encore une question de Emma que je vais vous lire. Et puis après, je voulais finir sur les conseils quand on veut travailler dans la tech responsable. Donc, je lis la question d'Emma. Même si ça commence à changer, on a souvent le cliché du développeur geek qui code seul dans son bureau. Est-ce que vous confirmez que le contact humain, interaction client au sein de l'équipe, etc., est omniprésent pour le métier de dev? Je crois que Emma a très envie que vous répondiez dans un sens. Alors, Qu'est-ce que vous en pensez? Emma, et oui, 1 milliard de pourcents oui. Et je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais le répéter, ça fait partie de ce qui fait un bon développeur. Le développeur tout seul dans sa cave, il va rien faire du tout. On parle beaucoup du fait que Mark Zuckerberg était seul pour monter Facebook, c'est complètement faux. Il l'a pas monté seul du tout, il était accompagné et il a chopé plein de ses potes d'école pour monter le truc avec lui. Sinon, ce serait jamais devenu le pote que c'est aujourd'hui. Du coup, quand tu développes un programme, une application, n'importe, il n'y a rien de plus puissant et efficace que la collaboration pour avoir plusieurs vues différentes sur un programme, parce qu'il n'y a pas une seule façon de bien faire les choses. Et ça rejoint aussi pourquoi je disais que c'est important d'avoir une personne physique avec soi, parce qu'en code, tu peux très facilement te retrouver bloqué sur un truc très, 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 très simple et très, très bête, juste parce que ça fait trop longtemps que tu as le nez dessus et que du coup, tu vois plus le morceau, tu sais plus d'où vient quoi. Et une personne avec juste un regard neuf va arriver et juste en n'ayant pas eu les œillères que toi tu t'étais mise à force d'être dessus depuis 12 heures, va trouver une solution très très rapidement et te proposer quelque chose. Et du coup, c'est super important d'être plusieurs dans une équipe, de collaborer. Donc, je disais tout à l'heure, chez Backmarket, on fait du pair programming, on fait aussi du pair review. Donc, toutes les code reviews qui sont faites, elles sont jamais faites seules dans son coin, on les fait par pair. Ça nous permet de travailler avec tous les fronts de l'équipe. C'est super, ça crée de super liens. On apprend énormément des autres devs, de leur façon de voir les choses. Et depuis qu'on a mis ce programme en place, ça marche super bien. Moi, je me suis retrouvée avec des reviews avec des gens qui avaient une vision totalement différente sur certains trucs. J'ai appris énormément, eux ont appris énormément de la façon dont on faisait les choses. Et du coup, on est en train, grâce à cette collaboration et à ce partage, de créer une code base, comme on dit, donc un ensemble, une application de bien meilleure qualité, bien plus lisible, plus maintenable et plus scalable du coup. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, simplement que je suis d'accord, les devs sont pas du tout seuls dans leur coin chez nous. Il y a des gens qui préfèrent bosser en télétravail et c'est un métier qui s'y prête très bien. Donc ça, c'est des choix qui sont personnels, mais au niveau de l'interaction quotidienne dans le travail, c'est pas du tout des équipes qui sont silotées. Déjà, c'est des équipes qui sont obligées d'être soudées, comme disait Claire, pour exactement cette raison-là de collaboration, de partage d'expérience, de regard neuf, de tout ça. Et qui bossent avec les équipes produits, les équipes marketing, les utilisateurs finaux, parfois, ça dépend un peu de l'organisation de la boîte, mais ça peut arriver. Et surtout, faut dire que le dev, comme un peu dans toutes les startups, et ça c'est l'avantage de ce secteur quand même de la tech, c'est que le métier se crée aussi un peu, se façonne aussi selon la personne qu'il a en face. C'est-à-dire que si tu es une dev qui a extrêmement envie de rencontrer des clients, je peux dire que l'équipe marketing, ils seront ravis que tu viennes à des panels utilisateurs, etc. Parce qu'on en manque trop parfois et que les développeurs et développeuses ne sont pas forcément, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu aujourd'hui, n'ont pas forcément envie. Mais quand l'envie se présente, go, bien évidemment. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout un métier seul dans une cave, bien évidemment. C'est sûr que c'est un métier devant son ordi. Hein. Ça, par contre, il ne faut pas croire. Voilà, hein, bien évidemment. Mais l'interaction humaine, elle est ultra présente tout le temps, en fait. Vraiment tout le temps. Il y a Yverine qui demandait, on revient un peu en arrière sur les valeurs, comment vous décelez les valeurs humaines au moment d'embaucher des nouvelles collaborateurs, collaboratrices. Du coup, moi, j'interprète la question si vous êtes en position de recruteur. Je crois que, Jeanne, toi, tu as été ou tu es en position de recruteuse. Et aussi, du côté de Claire, toi, tu as été plutôt dans la position de celle qui a été recrutée récemment.
Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment, quand toi, tu passes l'entretien, comment tu décèles ces valeurs. Et nous, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup à nos apprenants chez Ada Tech School, c'est tu passes un entretien, oui, tu veux ce job, mais vérifie aussi qu'il te convient bien. Donc, du coup, je reformule un peu ta question, Yverine, des deux côtés. Sur la partie recruteur, c'est assez simple. Déjà, on va regarder, en fait, un peu comme une entreprise classique va attendre d'un candidat ou d'une candidate qu'il ou elle se soit renseigné sur l'entreprise et sur ce qu'elle fait et sur comment elle fonctionne. Chez nous, en fait, c'est vraiment primordial parce qu'on est tous là pour la même raison. Donc, on veut que tout le monde comprenne et se soit intéressé à ce qui se passe. Donc, ça, c'est indispensable, de comprendre l'entreprise. Et après, il y a une partie un peu plus, comme on dit dans le jargon recrutement, un peu plus soft, de valeur, d'interaction, où en fait, on sent qu'une personne, en soi, dans ses expériences, a effectivement un engagement, mais il n'est pas obligé d'être engagé dans une association pour rentrer dans une entreprise de l'ESS, absolument pas. Hein. Il suffit d'être une personne dont on sent qu'elle est honnête et bienveillante. Sincèrement, en fait, c'est vraiment beaucoup ça. Moi, je trouve, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Claire, mais qui ressort chez Phoenix, c'est que nous, par contre, effectivement, il y a certains trucs qui sont plutôt un petit peu, non pas éliminatoires, mais qui nous refroidissent un petit peu. C'est les dents qui rayent le parquet, le manque d'humilité, etc. C'est pas tout à fait nos valeurs. Donc, c'est plutôt dans le sens inverse que ça va se produire si on a quelqu'un qui est intéressé, qui comprend bien notre sujet et qui, par ailleurs, a l'air sympa et normal et humble et a envie de bosser chez nous, aucun problème. Voilà. Ça, c'est pour le côté recruteur. Et pour le côté recruté, je suis ravie d'en parler en plus parce que Back Market, c'est vraiment le meilleur process de recrutement que j'ai fait toute ma carrière. Et franchement, je leur tire mon chapeau parce que c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. Et pour l'avoir vu par le passé, déjà j'avais trouvé que celui de Google était vraiment bien foutu, mais alors celui de Back Market, il est parfait autant pour la boîte que pour le recruter. Et je précise ce point parce que du coup, en tant que recruté, il y a plusieurs questions qui sont très importantes à se poser et des choses très importantes à checker dans la boîte avant de la rejoindre pour répondre à ces deux problématiques qui sont est-ce que cette boîte elle est faite pour moi et du coup est-ce que je vais pouvoir y être bien traité et m'épanouir, donc à la fois rejoindre une boîte qui a des valeurs qui sont authentiques, mais aussi rejoindre des gens qui ont des valeurs qui sont authentiques, et du coup est-ce que je vais m'y plaire pour ce que je vais faire au quotidien, mais est-ce que je vais me plaire avec ces gens aussi, est-ce que je vais vivre une expérience humaine qui est épanouissante, qui est positive, qui va me mettre sur la route sur une route qui va croissante et qui ne va pas me plomber et me faire me poser les mauvaises questions. Donc là-dessus, il y a plusieurs choses. Déjà, le premier entretien, c'est avec le RH. Donc, vous allez avoir toute la possibilité de découvrir à travers son œil les initiatives de l'entreprise et donc voir si c'est pas que du marketing lorsqu'ils en parlent sur leur site ou autre. Donc, est-ce qu'ils connaissent bien leur sujet quand vous parlez d'égalité homme-femme, qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous posez des questions sur l'évolution, sur la façon dont sont calculés les objectifs, sur la façon dont la boîte récompense les gens, sur est-ce que vous promouvez des gens en interne ou pas, enfin comment ça se passe. Donc là, c'est l'occasion de tester un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau global et de poser des questions auxquelles les autres n'ont pas forcément les réponses. Donc voilà comment ça se passe. Moi, je me souviens que j'avais notamment pas mal posé de questions. Est-ce qu'il y a des filles dans l'équipe? Comment ça se passe au niveau de la diversité dans la boîte? Vous grossissez beaucoup, comment ça se passe au niveau de maintien de la culture, des valeurs? Est-ce que vous trouvez que c'est un challenge d'arriver à maintenir la culture que vous voulez insuffler, etc. Au niveau de leur croissance aussi, comment ils se projettent et au niveau de leur responsabilité, qu'est-ce qu'ils font. Donc c'est là que j'avais pu découvrir énormément de ce que fait Back Market sur le sujet. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a, en tant que développeur, en tout cas, on interagit avec un certain nombre de personnes qui sont très importants dans notre day-to-day. On n'est pas du tout que entre développeurs. On a notre manager et on a le product, comme Jeanne.
Et du coup, s'entendre très bien, arriver à être aligné avec ces deux personnalités qui sont le product, qui sont le design, qui sont le management, bah, c'est super important. Et du coup, après le RH, il y a ça dans les entretiens que vous allez avoir. Vous allez rencontrer un engineering manager et avec lui un product owner ou un product manager. Et donc, vous avez là les deux personnalités à qui vous pouvez poser des questions. Bah, comment ça se passe en termes d'organisation, comment ça se passe en termes d'évolution. Et là, c'est l'occasion parfaite de poser des questions un peu complexes, comme au manager, s'il a déjà eu à gérer un cas avec qui il ne s'est pas entendu du tout, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a déjà eu un cas où dans son équipe, il y a eu un conflit, comment il l'a géré. Au product owner, c'est l'occasion de poser des questions pour essayer de déceler comment ça se passerait de travailler au quotidien avec lui. Donc, comment ça se passe s'il y a un sujet qui tombe du top management en plein milieu d'un travail que l'équipe fait, comment tu gères les choses. Si jamais il y a une interaction entre back et front, ça peut être des questions que tu peux avoir, comment tu gères la stratégie, le conflit entre guillemets. Si on n'est pas d'accord sur un truc, est-ce qu'on peut en parler? Donc ça, c'était un point, ça fait partie des choses qui sont super importantes à savoir. C'est est-ce qu'ils sont ouverts du coup à ce genre de questions ou est-ce qu'ils se braquent par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont du coup avoir une approche très ouverte de la collaboration, très ouvert à tes idées, donc, ou est-ce que tu vas être mis dans un silo? Non, non, attends, toi, tu es des fontaines, tu restes là, gentil, tu fais ce qu'on te dit et puis basta. Donc ça, c'est l'occasion de voir à quoi va ressembler ton job au quotidien. Puis tu as l'entretien technique. Là, c'est super parce que tu es avec un front et un back, donc là, ceux qui développent l'API et ceux qui vont faire les interfaces. Et c'est l'occasion de discuter avec les deux personnalités avec qui tu vas travailler. Et c'est pas forcément ceux de ton équipe, hein, donc c'est ça qui est cool. Tu vois, tu peux poser les questions, justement, comment ça se passe, l'éco-conception chez Back Market, où est-ce que sont nos serveurs, comment ça se passe, est-ce que vous faites du pair programming, comment ça se passe les revues de code, comment est-ce qu'on grandit en tant que développeur là-bas, comment est-ce qu'on est formé, comment on travaille au quotidien, est-ce qu'on travaille avec les autres équipes, voilà, toutes ces interactions qui sont super importantes pour se rendre compte de justement comment ça se passe. Et au travers de leur discours, tu vas capter comment ça fonctionne exactement, si effectivement tout le monde est un peu dans son coin, ou est-ce qu'il y a des synergies qui sont vraiment créées ou pas. Et enfin, et ça c'est le top du top, c'est qu'au dernier échelon, tu rencontres deux fondateurs. Moi, j'avais rencontré le CTO et le CEO. Et ça c'est le top du top en termes de validation tu vas avoir des gens géniaux dans cette boîte. Pourquoi? Parce que Back Market, c'est 400 personnes aujourd'hui. Ils ont recruté plus de 150 personnes depuis janvier, en pleine crise Covid, hein. Donc, c'est énormément de gens qui arrivent. Autant dire qu'on peut partir du principe que nos fondateurs sont occupés et ils rencontrent chacune des personnes qui arrivent au dernier round de recrutement, absolument toutes. Ça, c'est primordial parce que ça envoie tout de suite l'information comme quoi les gens qui sont dans leur boîte, c'est eux qui font la différence. Et c'est pas une blague, c'est pas du marketing parce qu'ils les rencontrent tous pour valider qu'ils fit avec la culture, qu'ils fit avec l'esprit d'équipe, qu'ils fit avec l'état d'esprit qu'ils veulent avoir dans leur boîte, qui portent aussi les valeurs qu'ils veulent voir dans leur boîte. Et ça veut dire que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ça vienne du top management, ça veut dire que du top management, ils se préoccupent du recrutement parce que c'est le plus important dans une boîte, c'est ça qui fait la boîte de demain, quoi. Et moi, je me souviens de l'entretien avec le CEO, il m'avait vraiment challengé, notamment sur c'est quoi la tech responsable pour toi, Claire, écologique, ça te parle, est-ce que tu as compris ce qu'on fait ici, parle-moi de ce que ça veut dire pour toi. Et j'ai senti que je pouvais pas déconner, quoi. Fallait que je pouvais pas être mon propre market. Il fallait vraiment que je sois authentique dans mes valeurs, c'était ce qu'ils recherchaient. Sinon, je sentais que ça allait pas passer, quoi. Trop bien. La question que personne n'a encore posée sur le chat et que personne n'ose poser peut-être, est-ce que vos entreprises recrutent? Je pense que vous avez créé, j'imagine que vous avez créé des envies. Bien sûr, on recrute. Phoenix recrute en tout cas. On a donc une page Welcome to the Jungle, donc je vais vous mettre le lien dans le chat si vous souhaitez. Voilà.
claque. Donc, en termes de métier de tech, on recrute. Donc, moi, je cherche un ou une dev sur ma plateforme web. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous m'inviter sur LinkedIn. On peut en parler. Et sinon, n'hésitez pas à postuler directement. Et il y a aussi un poste dans l'équipe qui s'occupe du don aux associations. Donc, on a une plateforme de gestion des dons aux associations. Également un poste de dev web, mais les langages ne sont pas les mêmes. Je vous laisserai regarder. On en a notre offre à nous, c'est en PHP et React.js. Et l'autre offre, c'est notamment du C#. Voilà. Et regarde d'autres langages sur le B2B, j'avoue que je n'ai pas les détails. Je ne sais pas. Mais si vous avez des questions sur l'offre sur l'appli Phoenix, je suis tout à fait disponible. Et il y a d'autres, s'il y a des personnes non tech dans l'assemblée, on a évidemment d'autres offres d'emploi, de stages de fin d'études. Je vous invite à jeter un œil. Ouais, et je vous ai mis aussi le lien Welcome to Jungle pour Back Market. On recrute énormément. Donc, comme je disais, cette année, on a recruté entre 150 et 200 personnes, je crois. Et l'année prochaine, ça ne va pas être très loin d'être la même chose. Là, on a 50 postes ouverts. Donc, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à nous contacter pour postuler. Back Market, c'est une entreprise avec des valeurs authentiques. La responsabilité, c'est au cœur même de son activité. Et les initiatives pour l'égalité homme-femme, elles sont extrêmement nombreuses pour préparer cette conférence. Je m'étais même fait une note tellement il y avait de trucs, parce qu'il fallait que je note tout ce que ma RH m'avait dit de dire si jamais on me posait la question. J'ai découvert énormément plus de ce que je savais déjà qu'on faisait. Donc, n'hésitez pas. Back Market et Phoenix, c'est des boîtes magnifiques. Elles sont qu'au début de leur histoire, il y a encore tout à faire. Donc allez-y. Et Olga, je vois, qui demande pour les dev data, pardon, on n'a pas d'offre en data pour l'instant, désolé, mais il y aura sûrement un poste de data engineer au cours de l'année 2021. Je ne sais pas quand, parce que je ne suis pas responsable de l'équipe data. Mais get la page Welcome to the Jungle, ça devrait sortir dans l'année. Ouais, mettez-vous des alertes sur ce genre de page parce que la fin d'année, c'est notamment le moment où plein de nouveaux postes s'ouvrent parce que toute la stratégie de l'année prochaine est en train d'être créée. Donc, je sais que ma recruteuse m'avait dit que là, dans 10 jours, il y avait de nouvelles offres qui allaient sortir. Donc, mettez-vous une alerte, suivez ça de près. Et chez Back Market, on a un lapin. Je ne sais pas si ça peut motiver des gens. Moi, ça m'a énormément motivé. On l'a adopté il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Greta. On a un chat, ok, grosse compète. La bataille, quoi. Il y a Arnaud qui demandait, est-ce que les entreprises de l'ESS embauchent au même niveau de rémunération que les autres? Alors, oui et non. Oui, ça commence à s'aligner. En tout cas, je parle de Phoenix, hein, bien sûr. On avait quand même un petit écart depuis 2 ans, en gros, et là, on est en train de résorber les écarts. On va dire qu'aujourd'hui, on propose quand même des packages qui sont un petit peu en dessous du marché, je dirais à peu près entre 5 et 10% en dessous du marché. Ça fait partie aussi, malheureusement, des concessions qu'on doit faire du fait du modèle économique qui est un peu moins intensif que sur des boîtes un peu classiques. Donc, on est un petit peu en dessous du marché, oui. Mais c'est pour tellement mieux. Et surtout, un truc très important, c'est la répartition vie pro, vie perso. C'est absolument fabuleuse. Enfin, là, il est 20h. Je ne suis jamais en train de travailler à cette heure-là, bien évidemment. Et je termine plutôt tôt le soir. Et les équipes dev ont des rythmes hyper agréables, etc. Donc, ça compense un petit peu le léger écart qu'il y aurait. Je ne sais pas si c'est le cas chez Back Market, mais voilà. Écoute, c'est une bonne question. Alors moi, je ne vais pas pouvoir énormément me avancer sur le sujet pour plusieurs raisons. D'abord, je suis là depuis que 4 mois. Ensuite, je ne suis pas recruteuse, du coup, je ne connais pas les salaires de toute la boîte. En revanche, je connais un certain nombre de salaires et je connais aussi le mien. Et du coup, j'ai comme l'impression qu'on se situe dans le marché. Et pour le coup, je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence si forte que ça entre ESS forcément ou entreprise responsable, on va dire, et le reste du milieu startup. Je pense que globalement, quand vous rejoignez une startup, faut quand même être conscient que l'entreprise est en croissance. C'est le cas de Phoenix, c'est le cas de Back Market.
et que du coup, oui, ils ne peuvent pas se permettre de payer beaucoup plus et de s'aligner sur les salaires de très très grosses entreprises très installées avec des investissements moindres que ce que nous, on est obligé de mettre sur la table pour pouvoir maintenir cette croissance. Donc c'est plutôt ça le trade-off, avoir conscience que quand on reçoit une entreprise qui a que 6 ans, qui est en pleine croissance et qui du coup recrute énormément pour maintenir cette croissance et pour se développer, on est dans un objectif de croissance et de développement de l'entreprise. On n'est pas encore en vitesse de croisière où du coup on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec les salaires. Donc les boîtes se permettent quand même, moi je trouve que Back Market a une politique de s'aligner sur le marché. Après, je ne peux pas m'avancer dessus puisque je n'ai pas assez d'informations, vu que je ne discute pas des packages directement pour les personnes qui sont recrutées. Mais c'est de ce que j'ai pu observer, des quelques chiffres que j'ai obtenus, c'était le cas. Et puis voilà, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas dans 5 ans, lorsque avec Phoenix, on sera peut-être plus installé et qu'on pourra plus se le permettre. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions. S'il y a des dernières questions, c'est le moment ou jamais. Du coup, merci. Je pense que la conférence touche à sa fin. Merci énormément à toutes les deux. C'était trop intéressant. J'étais ravie de vous faire intervenir. Vous êtes des bonnes ambassadrices des entreprises vers lesquelles on veut que nos apprenantes se dirigent. Bonne soirée. Et puis, Anne et Claire, on reprend contact très vite pour continuer toute cette discussion. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci.